Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La signature d'un accord financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Un accord chiffré à 2000 milliards de francs CFA. Avec ce financement, l'institution entend accompagner le pays pour la mise en œuvre du plan national de développement. L'amélioration de l'offre sanitaire en Afrique, la Société financière internationale a déboursé 300 millions de dollars en faveur du secteur sanitaire privé. Une aubaine pour les entreprises qui vont pouvoir se doter de nouveaux équipements. Et puis un festival pour célébrer la paix et promouvoir la diversité culturelle. C'est l'initiative mise en place par les autorités de l'État de Bahr el-Ghazal du Nord au Soudan du Sud avec le soutien de la MINUS, la mission de l'ONU dans le pays. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Soudan sous tension. Des heurts ont éclaté ce samedi 15 avril à Khartoum entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les FSR affirment par ailleurs avoir pris le contrôle de l'aéroport international. Une information cependant démentie par les forces armées qui indiquent toutefois que l'ennemi est parvenu à s'infiltrer au sein de l'aéroport et a même incendié des avions. Les soldats du général Daglo, dit Emeti, disent également s'être emparés du palais présidentiel. Cette escalade de tension a causé la mort d'au moins 3 civils et 1 militaire, selon le syndicat officiel des médecins. Une situation qui inquiète dans les rangs de l'Union africaine et de l'ONU. Les deux organisations ont appelé à une cessation immédiate des hostilités. Dans l'actualité également, après plusieurs jours de tension, le calme serait revenu dans la région d'Amara en Éthiopie. Des manifestations avaient éclaté dans plusieurs villes de cette région située au nord-ouest du pays. En cause, une annonce faite le 6 avril par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef du gouvernement avait en effet annoncé le démantèlement des forces spéciales régionales et ce en vue de fonder une armée unifiée, une directive perçue par certains comme une stratégie du gouvernement en vue de limiter l'autonomie des régions. Ces tensions étaient telles que la Commission éthiopienne des droits de l'homme déplore des morts parmi les civils, dont des travailleurs humanitaires. 2000 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord financier scellé entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Un financement qui sera décaissé sur une période de 40 mois, précise le FMI dans un communiqué. Dans ce même document, l'institution stipule que ce programme vise, je cite, à préserver la viabilité des finances publiques et de la dette et à ancrer le plan national de développement. Les précisions de Marcel Kouassi. Dans le cadre de la réalisation des objectifs de son plan national de développement 2021-2025, basé sur l'accélération de son développement économique, la Côte d'Ivoire a conclu un accord avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Le programme inclut un financement de plus de 2000 milliards de francs CFA, financement qui témoigne de la confiance accordée à la Côte d'Ivoire selon les autorités. Nous venons de conclure un programme avec le Fonds monétaire international au plan technique. Le programme passera au conseil d'administration du Fonds monétaire international le 22 mai. Donc c'est un programme fort, un programme solide qui sera appuyé par une enveloppe de 2000 milliards de francs CFA qui est un financement parmi les plus importants que le FMI accorde jusqu'à maintenant. Et cela témoigne de la confiance que le FMI et les autres institutions internationales accordent à la Côte d'Ivoire. Partant des chocs mondiaux actuels, notamment la pandémie Covid-19, du resserrement financier mondial et des retombées négatives de la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne a enregistré un ralentissement en 2020 avec un taux de croissance de 2% avant de réaliser un bond de 7,4% en 2021, retrouvant ainsi son sentier de croissance. Pour une des rares fois, un de nos pays africains va accéder à un niveau de ressources très important, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça, c'est dû à la performance de l'économie ivoirienne. Et ça traduit aussi la confiance que l'institution que je représente ici porte à la Côte d'Ivoire. À noter que la Côte d'Ivoire multiplie ses actions pour le développement de son économie. Le pays projette de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030.
Au Cameroun, les autorités veulent mettre davantage en avant les produits fabriqués localement. C'est dans cette optique qu'une plateforme numérique a été lancée le 12 avril par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana. Cet outil permet ainsi de donner de la visibilité aux acteurs œuvrant dans le domaine de l'agroalimentaire, du textile ou encore de l'artisanat. Autre objectif affiché par le gouvernement, réduire la facture des importations. Nathalie Mou. Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits. Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais. Donc, non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc, je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résiliente. Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits Made in Cameroun, difficiles à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de justement permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée est intéressante et cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité et la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a 7 ans. Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. En Afrique, l'avènement du coronavirus est venu mettre en exergue la défaillance des systèmes de santé. Pour changer la donne, la Société financière internationale a décaissé une enveloppe de 300 millions de dollars en faveur du secteur sanitaire privé. Un financement qui permettra notamment aux entreprises d'avoir à leur disposition divers équipements médicaux. Plus de détails avec Séverin Ndoukou. L'un des problèmes critiques de développement auxquels sont confrontés les pays du continent africain est le sous-accès à l'offre sanitaire, marqué par la qualité offerte par les structures de santé, parfois mal équipées, avec des plateaux techniques médiocres ou simplement avec de faibles capacités d'accueil. Selon un rapport de l'OMS relatif à la densité des lits d'hôpitaux par habitant, le Mali et Madagascar affichent respectivement des taux très bas de 1 et 2 lits pour 10 000 habitants. Un challenge qui peut trouver une solution dans le financement à hauteur de 300 millions de dollars mis à disposition par l'IFC, l'International Finance Corporation, et dédié à l'amélioration de l'offre sanitaire. Les systèmes de santé en Afrique ont besoin d'être renforcés et ont besoin d'être renforcés sur plusieurs dimensions. La première, c'est au niveau, on l'a vu au niveau de l'approvisionnement des vaccins, où le continent importait 99% des vaccins qui sont administrés sur le continent. Donc, il y avait vraiment un besoin de réfléchir à comment est-ce que l'on peut augmenter la production des vaccins et aussi accroître la capacité des systèmes de santé en Afrique. La crise de Covid-19 et même le conflit russo-ukrainien ont mis à nu les difficultés et les incapacités du continent en matière de prise en charge sanitaire. L'accès aux vaccins et autres médicaments, alors en forte demande, était rendu difficile. Selon l'OMS, l'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de maladies. Dans un contexte de mondialisation, améliorer l'offre et les cartes sanitaires s'impose aux politiques africaines. Nous avons également travaillé sur tout ce qui est l'équipement médical. C'est une partie importante et pour laquelle il y a également un assez fort déficit. Donc nous avons, par exemple, mis en place une facilité de 300 millions de dollars qui est dédiée
exclusivement à aider les petites entreprises et les moyennes entreprises du secteur médical à acquérir des équipements médicaux pour pouvoir servir, que ce soit des appareils de radiologie, des appareils de diagnostic, des équipements génériques de médecine. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial en Afrique. La plupart des pays africains n'ont toujours pas atteint les objectifs fixés par la déclaration d'Abuja en 2001, dans laquelle les gouvernements se sont mis d'accord sur l'allocation de 15% de leur budget national à la santé. L'unité dans la diversité, tel était le thème d'un festival organisé dans la ville d'Awel au Soudan du Sud, un événement qui pendant 2 jours a réuni des milliers de personnes venues chanter et danser au nom de la paix. À l'origine de ces célébrations, les autorités locales et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud qui entendaient promouvoir l'unité et la diversité culturelle de ce pays ravagé par des années de guerre civile. Un sujet de la rédaction. Ils étaient réunis au nom de la paix. Au Soudan du Sud, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'occasion d'un festival organisé à Awel, ville de l'État de Bahr el-Ghazal du Nord. Initié par les autorités locales en partenariat avec la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, cet événement était axé sur le thème de l'unité dans la diversité. L'enjeu, mettre en avant la richesse culturelle de ce pays qui abrite 64 tribus. Nous considérons les diverses communautés présentes ici comme une composante essentielle de l'État. Par conséquent, lorsque nous avons organisé ce festival culturel, nous ne nous sommes pas concentrés sur une tribu en particulier, mais plutôt sur l'inclusivité de toutes les tribus du Soudan du Sud. Nous tenions à ce que cet événement soit le reflet de la paix et d'une coexistence pacifique. Nous savons que les guerres ont alimenté le tribalisme. Nous cherchons maintenant à lutter contre ce fléau. Pour cela, nous avons choisi un jour où tout le monde se rassemble, afin qu'il n'y ait pas de discrimination. Un rassemblement pour fédérer sans pour autant oublier les vestiges du passé. Affligé par des années de guerre civile qui ont provoqué depuis 2013 le déplacement de plus de 4 millions de personnes, le Soudan du Sud tente aujourd'hui de se reconstruire. Une reconstruction qui s'avère néanmoins laborieuse. Malgré la signature d'un accord de paix revitalisé en 2018, l'instabilité demeure, d'où la nécessité pour les organisateurs de l'événement de promouvoir l'unité et la cohésion sociale par la culture. Ce que nous souhaitons, c'est instaurer la paix en favorisant l'unité culturelle, la cohésion sociale et en défendant les valeurs et les traditions des Sud-Soudanais. Les festivals culturels sont un moyen pour la population de se rassembler, de s'unir et d'éliminer toutes les formes de conflit. Face à la difficile mise en œuvre de l'accord de paix, les autorités avaient décidé de prolonger de 2 ans la phase de transition censée prendre fin en 2023. Un manque de progrès qui inquiète dans les rangs de l'ONU, par ailleurs préoccupés par les violences qui persistent dans certains États, dont le Haut-Nil et l'Équatoria central. Comment assurer la relance et le développement du football congolais? La question était au cœur d'une rencontre entre le secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo Omba, et le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, François Kabulo Mwana Kabulo. La formation des entraîneurs et des arbitres ou encore le développement du football féminin était entre autres au menu des discussions. On fait le point avec José Douglas. C'est au Caire, au siège de la CAF, le mardi 11 avril, que le ministre des Sports congolais, son Excellence M. François Kabulo Mwana Kabulo, a été reçu par le secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo Omba, dans le cadre d'une importante réunion de travail. Le ministre était accompagné par des délégués de la FIFA CAF auprès de la FECOFA. Le secrétaire général de la CAF était assisté de son directeur de cabinet, de la directrice des associations membres de la CAF, du directeur des affaires juridiques et du directeur du développement de la CAF. Il était surtout question de la relance et le développement du football organisé en République démocratique du Congo. Il était important de prendre attache avec la CAF, qui a la charge du football africain. Je reconnais les attributions exclusives de la FECOFA en matière d'organisation du football en RDC, tout en rappelant l'apport significatif de l'État dans le financement du football en général. Pour les mesures prises et à prendre, on note la standardisation aux normes CAF de la qualité des stades de football susceptibles d'accueillir des compétitions CAF en RDC avec la mise en conformité complète
puis la réouverture des stades des Martyrs de Kinshasa et Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi, mais aussi la reprise du soutien de l'État au championnat congolais actuellement à l'arrêt, la formation des entraîneurs et des arbitres, le développement du football féminin et des jeunes et enfin le projet d'éventuelle organisation conjointe en RDC et du Congo-Brazzaville du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. En Afrique, le premier partenaire de développement du football est le gouvernement. La CAF entend être proactive dans les relations avec les gouvernements africains dans l'intérêt bien compris du football sur le continent. Une équipe d'experts de la CAF est attendue à RDC dans les plus brefs délais pour faire l'état des lieux et s'assurer de la conformité des travaux en cours d'exécution avec la mise en place des principes de bonne gouvernance à la FECOFA, conformément aux directives de la CAF et de la FIFA, y compris dans l'élection régulière du nouveau comité exécutif. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.